La mer des Caraïbes est souvent perçue comme un espace touristique et pourtant c'est une zone stratégique majeure. En effet, depuis plusieurs mois, la mer des Caraïbes est le théâtre d'une nouvelle escalade des tensions entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. En effet, les États-Unis d'Amérique ont décidé de mener des pressions militaires contre le Venezuela, d'abord en s'attaquant ou bien en menant des attaques contre des bateaux, sous prétexte que c'est des bateaux de narcotrafiquants. Et puis arrive le moment fatidique, une autre escalade quand les États-Unis d'Amérique décident de prendre presque en otage un bateau pétrolier vénézuélien. Et puis mercredi, c'est-à-dire hier, les Venezuela ou Caracas a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'un côté le Venezuela et de l'autre les États-Unis face à face, l'un comme l'autre s'accusent. Et puis arrivent les puissances, notamment la Chine et la Russie. D'un côté, la Chine et la Russie condamnent la pression militaire des États-Unis sur le Venezuela. Les deux puissances affirment que cette pression pourrait conduire à une escalade dangereuse en mer Caribéenne. Et puis, dans le même moment, l'Iran s'est également exprimé précédemment, affirmant son soutien au bloc que constitue aujourd'hui d'un côté d'abord la Russie, la Chine et le Venezuela, et de l'autre les États-Unis et les puissances occidentales. Et puis cette confrontation, elle s'inscrit dans un héritage historique. D'abord la politique américaine en Amérique du Sud, héritière de la doctrine de Monroe et de la politique souveraine vénézuélienne. Peut-on dire que derrière ces tensions se dessinent des enjeux plus larges, surtout dans un monde qui est confronté à des tensions ou un renouvellement ou un redéploiement des cartes? Nous allons voir cela tout de suite. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. L'échiquier international, c'est juste après ceci. Madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Et j'ai aussi un plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, vous êtes géopoliticien spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir accepté cette invitation, surtout en ce jour de fête. Merci, monsieur Manuel Pouchelet, et bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Puis profitons-en pour souhaiter également un joyeux Noël à vos auditeurs et à votre rédaction. Merci Manuel Pouchelet, merci pour vos vœux et bien évidemment j'en profite également pour souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble des chrétiens d'Afrique ou de tous les continents. Alors monsieur Manuel Pouchelet, avant de revenir sur ces enjeux, sur les tensions qui sont en train de marquer la mer des Caraïbes, posons le cadre et revenons à l'essentiel, c'est-à-dire la géographie. Alors, le Venezuela, c'est un pays qui se trouve donc au sud de la mer des Caraïbes, à proximité du golfe de Panama, du canal de Panama, du golfe du Mexique, mais surtout et aussi des Antilles et des bases américaines régionales. En quoi la géographie des Venezuela peut représenter aujourd'hui un intérêt pour les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique ont toujours été, si vous voulez, en Amérique du Sud, présentes. Il faut savoir que vous avez évoqué la doctrine Monroe, mais pour avoir étudié sur place, c'est un précaré dans lequel ils exercent une forme d'influence depuis déjà de nombreuses années. Il faut bien entendu prendre en compte les dernières tensions que vous évoquez dans cette actualité brûlante, mais également Washington a toujours considéré l'Amérique centrale et l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud, dans son précaré d'influence. Mais il faut savoir que depuis la guerre froide, vous avez un nouvel acteur qui est principalement la Russie. Je pense à la crise de Cuba qui avait monopolisé, si vous voulez, et mobilisé beaucoup de forces américaines du temps du président Kennedy. Et aujourd'hui, c'est Donald Trump qui prend le relais. Mais ne l'oublions pas, ce n'est pas une nouveauté. L'administration américaine a toujours été confrontée à cette zone qu'elle tente de maîtriser. Pourquoi ? Puisqu'au Venezuela, vous avez bien entendu l'enjeu des ressources naturelles et du pétrole. Il faut savoir qu'au Venezuela, le pétrole est en quantité nettement plus abondante qu'en Arabie Saoudite. Et puis pour les Américains, cela leur permettrait, si vous voulez, de faire main basse sur une ressource qui est nettement moins éloignée que le pétrole que l'on trouve au Nigeria, pour lequel ils apportent un soutien militaire, et aussi dans les pays du Moyen-Orient, pour lequel le président Trump a toujours voulu, si vous voulez, se retirer. Mais force est de constater
que l'actualité que vous nous présentez aujourd'hui, de nouveaux acteurs se sont associés dans l'équation. Je pense à l'Iran et je pense aussi à la Chine qui, en Amérique latine, investit énormément d'argent pour le développement de ces pays. Très bien, on va revenir justement sur ce que vous avez énuméré, notamment les ressources, notamment les ressources du Venezuela, comme le pétrole. Maintenant qu'on a posé ce cadre géographique, il est important, et vous avez commencé à en parler, il est important de revenir justement sur ces ressources. Et on va revenir sur cette position maritime. Comment est-ce que les ressources pétrolières aujourd'hui et les routes maritimes d'exportation peuvent expliquer ce conflit entre les États-Unis et le Venezuela ? Alors, il y a les États-Unis, en fait, souhaiteraient faire main basse sur le pétrole. Après, il y a certaines compagnies américaines qui se sont vues privées de licences d'exploitation au niveau du pétrole, ce qui a frustré l'administration de Donald Trump. Mais en même temps, ce n'est pas un fait nouveau. Il faut savoir que les administrations américaines précédentes, du temps du prédécesseur de M. Maduro, je pense à M. Hugo Chavez, avaient déjà mis certaines limites, on va dire, aux interactions de la politique américaine. Ensuite, vous avez aussi un phénomène dans la région qui est important, c'est-à-dire que le Venezuela est sous sanctions économiques de la part de l'administration américaine. Il se fait aider par des acteurs de premier rang. Vous avez évoqué la Russie, vous avez évoqué la Chine et puis bien entendu l'Iran. Mais je rappelle que ce bloc est une forme de coalition contre les Américains et en même temps, vous avez en cette fin d'année un calendrier électoral américain qui s'annonce pour mars, que sont les élections de mi-mandat pour le président Trump. Et force est de constater, y compris dans cette région du monde, puisque j'y associe le Moyen-Orient et bien entendu l'Europe, c'est un échec cuisant pour la diplomatie américaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les électeurs américains, puisque vous parlez des élections de mi-mandat que l'administration Trump attend, et c'est un véritable test pour l'administration Trump, mais est-ce que finalement l'électorat américain ou l'électorat MAGA aujourd'hui s'intéresse à la géopolitique? Est-ce que ce n'est pas finalement presque une balle que Trump se tire dans le pied en ouvrant un nouveau front en Amérique du Sud? Alors, ce n'est pas forcément un nouveau front. Maintenant, moi, je poserais la question différemment. Je pense que, est-ce que ce ne serait pas une opportunité plutôt pour le camp démocrate de se remobiliser, puisque pour l'instant, la politique MAGA obtient des résultats relativement corrects, mais il y a quand même au niveau politique international de sérieux freins. Rappelez-vous le discours électoral de Donald Trump pendant sa campagne électorale où il disait résoudre certains conflits et même se vantait d'avoir résolu certains conflits ou arrêté des guerres depuis qu'il est au pouvoir. Le dossier vénézuélien, tout comme le dossier ukrainien ou tout comme le dossier de Gaza ou même peu importe des autres dossiers internationaux, mettent un frein certain à la politique américaine, notamment la politique, je précise, républicaine. Maintenant, les Américains sont dans leur zone d'influence, ils sont en train de s'apercevoir qu'ils perdent pied, puisque vous avez cité les actions de la Chine et de la Russie pour protéger le Venezuela. Le Venezuela, vous savez, est un pays qui a toujours été sujet à interrogation dans la région, y compris auprès de ses voisins. En plus, le président américain trouve comme motif le narcotrafic, mais je vous ferai remarquer que cette semaine, l'armée française, la marine nationale, a également arrêté un bateau au large des zones de responsabilité territoriale de la France qui comportait quand même énormément de quantité de drogue. Donc force est de constater que c'est quand même un fléau. Très bien, le fléau de la drogue, évidemment, il touche l'ensemble des eaux maritimes et commerciales aujourd'hui dans le monde. On va revenir à ces tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Vous l'avez dit vous-même, mais beaucoup d'experts le disent, les ressources attirent les convoitises aujourd'hui. Mais finalement, la manière dont elles sont protégées et contrôlées par les puissances étrangères pose-t-elle aussi question? Dans quelle mesure aujourd'hui la présence militaire américaine et les opérations navales peuvent-elles être interprétées comme étant un outil de pression géopolitique ou plutôt comme une simple lutte contre le narcotrafic? Autrement dit, dans quelle mesure ces actions peuvent-elles être justifiées par le droit international? Même quand vous parlez de la marine française, est-ce que l'article 51 de la Charte des Nations Unies
justifie ces interventions américaines et quelles sont les limites légales et où est-ce qu'elles ont été dépassées puisqu'elles ont été dépassées selon Caracas. Je rappelle que l'article ou la charte, l'article 51 des Nations Unies concerne le droit à l'autodéfense des puissances et des nations. Oui, bien entendu, il y a une forme de violation du droit international, il faut être honnête. Maintenant, les Occidentaux, et là je vais parler de manière plus générale, et les Américains en tête, s'octroient le droit d'intervenir pour mettre un terme à tout type de nuisance qui pourrait s'inviter dans leur sécurité. Et le trafic de drogue fait partie de la sécurité, que ce soit des Européens, des Occidentaux au général, ou même du monde entier, tel que vous me l'avez évoqué. Maintenant, vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, la lecture du droit international, elle est complètement bafouée au nom des intérêts économiques de certains pays. J'ajoute également, concernant, vous m'avez parlé de la puissance militaire américaine, la puissance américaine, notamment maritime, est quand même conséquente. Et si je reprends les termes exacts des années 1970, notamment avec le président Nixon, il expliquait que le porte-avions était le prolongement armé de la diplomatie américaine. Nous sommes en plein dans ce cas de figure où justement Washington met la pression sur Caracas. Certes, le narcotrafic est une des excuses, mais je pense que les États-Unis d'Amérique souhaitent vraiment faire main basse sur ses ressources naturelles, mais en même temps, je vous ferai remarquer que le président Trump a également, on va dire, saisi l'occasion pour parler du dossier de l'immigration qui, pour l'instant, crée de gros problèmes, notamment à la frontière sud des États-Unis, où la situation sécuritaire des États-Unis est jugée préoccupante. Sachant qu'en début d'année, vous aurez également des grands événements sportifs où la sécurité pourrait être compromise. Très bien, j'entends bien ce que vous dites et je le disais en introduction, c'est à la demande de Caracas que le Conseil de sécurité a consacré une réunion à ces tensions qui touchent donc la mer des Caraïbes. Finalement, quel message veut faire passer le Venezuela aujourd'hui au monde en appelant à cette rencontre de haut niveau au Conseil de sécurité ? Le message du Venezuela est fort puisqu'il s'allie avec la Chine et la Russie. Vous savez, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est un comité restreint avec des membres permanents, mais également des membres temporaires. Et justement, l'objectif du Venezuela, c'est de faire entendre sa voix avec deux appuis qui lui sont précieux, puisque tant la Chine que la Russie sont des membres permanents du Conseil de sécurité. Maintenant, est-ce que les Américains vont réussir à s'appuyer avec la Grande-Bretagne et la France pour éventuellement contrer le jeu de Caracas, mais je vous ferai remarquer que le comportement du président Trump interroge en Europe, puisque ses dernières décisions d'interdire des visas de déplacement de haute personnalité de l'Union européenne, de toute façon, lui seront reprochés. Donc, si vous voulez, j'ai bien l'impression qu'il avance seul dans cet objectif, on va dire, face on va dire à la Russie, excusez-moi, et à la Chine. Maintenant, ces deux grandes puissances mettent également des warning signs, donc des signaux d'alerte à la politique américaine, qui de toute façon, on remarquera dans l'entourage du président américain, ce sont plus des hommes d'affaires que de vrais diplomates. Je n'ai pas remarqué ces derniers temps, si vous voulez, d'ailleurs c'est un signal. C'est un signal intéressant en tant qu'observateur, les déplacements de M. Rubio, secrétaire d'État, dans la région. Il ne s'est pas rendu, on avait la semaine dernière la prise de position du Mexique et du Brésil, mais je pense que de toute façon cette affaire-là, je l'espère, se réglera au niveau régional avec bien entendu l'appui de la Russie et de la Chine. Mais est-ce que les Américains vont également trouver d'autres leviers pour faire pression sur Caracas ? L'objectif étant, sans vouloir vous le dire directement, ce serait de faire chuter ce régime de M. Maduro qui pose problème à Washington depuis de nombreuses années. On va revenir sur l'implication des puissances et on va essayer de comprendre pourquoi qu'aujourd'hui les puissances telles que la Chine et la Russie se sont aussi invités ou ont pris position et ont été assez violents dans les propos. On va revenir dans un court instant. Alors, Monsieur Pouchelet, lors de cette séance au Conseil de sécurité, je le disais aussi en introduction, Caracas et Washington se sont regardés en chiens de faïence. D'un côté, la diplomatie vénézuélienne qui accuse la diplomatie américaine d'expansionnisme et d'impérialisme dans la région et dans leur pays. De l'autre côté, leurs homologues américains qui répondent que les sanctions
qu'il prendrait des sanctions et appliquerait des sanctions sévères à l'encontre du Venezuela. Est-ce que finalement aujourd'hui le Conseil de sécurité est en train de ressembler presque à un théâtre d'affrontement symbolique entre d'un côté un bloc et de l'autre côté un autre bloc? Je pense que le Conseil de sécurité aujourd'hui revêt, on va dire, ce que vous venez d'évoquer, ça devient même un ring de boxe, pour être honnête, c'est-à-dire un affrontement, une zone d'affrontement avec une décomplexion de la parole qui est quand même assez inquiétante. Vous l'avez évoqué vous-même avec un discours nettement plus agressif de Pékin et de Moscou, tout comme celui de Washington où on est dans une forme de provocation, il faut le reconnaître, mais en même temps, on s'aperçoit que, vous savez, en diplomatie, l'énervement n'est jamais porteur de bonnes solutions. Il faut trouver un apaisement. Est-ce que peut-être la médiation d'autres puissances régionales de cette zone sud-américaine pourrait peut-être atténuer ou trouver un compromis de manière, je pense, à ce qui avait été tenté avec le Mexique et puis le Brésil. Et je pense qu'il est peut-être temps aussi de réformer ce fameux Conseil de sécurité où je vous ferai remarquer qu'il y a toujours pas de représentants du continent africain, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, l'ONU est la dernière survivante d'une forme de guerre froide qui aujourd'hui prend une nouvelle, on va dire un nouveau contour. Et il est peut-être temps d'intégrer ces nouveaux acteurs. Maintenant, ne l'oublions pas, on a aussi eu des alliances économiques pour lequel, même s'ils ne s'entendent pas sur le plan diplomatique, les Américains sont aussi partie prenante. Et ça, c'est important de le dire aussi, comme quoi il y a vraiment l'esprit de contradiction qui règne dans la région, en tout cas. Très bien, on va revenir juste après cette question pour essayer de décortiquer un peu plus les intérêts économiques que représentent aujourd'hui, ou les enjeux économiques qu'il y a aujourd'hui dans ce conflit. On va poursuivre avec cette position de la Chine et de la Russie. Est-ce qu'on peut considérer finalement aujourd'hui que le Venezuela est en train de devenir un genre de nouveau théâtre plus large des affrontements qu'on est en train de voir entre les puissances d'un côté occidental, donc l'Union européenne et les États-Unis, même si ce duo, on l'a dit à plusieurs reprises, et ici même, ce duo est quelque part fragilisé et on manque de vitesse ou on manque de cohésion. D'un autre côté, on a un bloc qui semble bien avoir des intérêts économiques ou des intérêts directs bien différents, mais qui, sur les grandes questions internationales, semble être soudé. Donc ma question est, est-ce que le Venezuela, comme vous l'avez dit, comme l'a été à une époque le Mexique, mais c'est nouveau pour la région des Caraïbes de devenir un théâtre d'affrontement aussi violent entre les puissances, sachant, et vous l'avez expliqué, que durant la doctrine Monroe, l'Amérique du Sud et la chasse gardée presque des États-Unis, personne ne s'y est approché. Jusqu'à présent, oui, je vous le disais tout à l'heure en début d'introduction de cette émission, l'Amérique du Sud a toujours été considérée comme le précaré américain. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous enseigne dans les parcours universitaires orientés sur les relations internationales et la diplomatie, tout comme l'Europe avait aussi ses précarés. Maintenant, je pense que les Américains perdent pied parce que ils n'ont plus l'économie nécessaire qui contribuait, au développement de ces pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, puisqu'ils étaient également faiseurs ou défaiseurs, de présidents qui leur étaient acquis, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut regarder le monde, je vais reprendre une expression du président Kennedy, tel qu'il devrait être et non tel qu'il est, si vous voulez. Je pense que les cartes ont été redistribuées, les atouts ne sont plus dans les mêmes mains, et il est grand temps que les puissances régionales se mettent d'accord pour pouvoir, proposer des choses concrètes aux Américains ou même à l'Union européenne qui, de toute façon, sur ce dossier, je trouve, est bien sûr la grande absence. Je rappelle que le dossier principal en Europe actuellement, c'est la guerre en Ukraine. Donc forcément, les déclarations des dirigeants européens sur ce conflit, je remarque, qu'ils font nettement moins allégeance à Washington sur ce dossier, mais en même temps, ils ont quand même la préoccupation sécuritaire du narcotrafic qui, de toute façon, peu importe le pays d'expédition, nuit à la sécurité. Et on s'aperçoit que malgré les interventions des marines européennes ou même américaines, c'est un système qui est très organisé et que les Américains ont toujours fourni
l'aide nécessaire à ces pays d'Amérique du Sud pour pouvoir le contrecarrer. Maintenant, l'avenir, vous savez, est incertain. On s'aperçoit que Pékin et Moscou s'invitent de nouveau dans l'équation. Moscou n'a jamais quitté la région, il faut le savoir. Ça a toujours été une aide précieuse pour ces régimes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, la Chine investit pour le développement de ces pays, mais s'intéresse de très près, bien entendu, aux ressources naturelles des sous-sols de ces pays, d'où sa présence aujourd'hui. Vous faites, j'imagine que vous faites référence à Allende et tous les autres dirigeants qui étaient proches de l'Union soviétique durant la guerre froide et des renversements qui ont été menés sous l'égide de la CIA et des États-Unis. Il y a eu, Monsieur Pouchelet, un invité surprise lors de ce bras de fer qui est l'Iran. L'Iran, l'Amérique du Sud n'est pas son gérant d'influence habituel, n'est pas son gérant d'influence traditionnel. Que nous dit cette nouvelle prise de position de l'Iran, non seulement sur sa capacité diplomatique, mais aussi sur les relations internationales et sur l'échiquier mondial et sur ce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure, sur la nécessité peut-être de renouveler le Conseil de sécurité et les relations internationales? L'Iran est présente au Venezuela, mais en même temps, elle a un rôle un petit peu particulier puisqu'on y a remarqué une forte présence d'acteurs du Hezbollah au Venezuela. Il y a des camps d'entraînement sur le territoire vénézuélien du Hezbollah qui forcément est financé par l'Iran. Maintenant, l'Iran, elle a comme ennemi, on va dire, les États-Unis d'Amérique, et si elle peut participer à certaines nuisances, y compris en dehors du Moyen-Orient, elle le fera. Mais Téhéran a toujours été un observateur, notamment avec la vente aussi de pétrole dans la région, il faut le savoir, mais également d'aide discrète auprès de ces économies que sont les économies sud-américaines. Mais surtout, je tiens à le préciser, elle s'est intéressée de près au Venezuela, puisque l'Iran a aussi une forme d'expertise qui peut intéresser les autorités du Venezuela. Est-ce que vous faites référence au blocus dont fait face aujourd'hui l'Iran depuis presque une quarantaine d'années? Alors, vous savez, le blocus que vous m'évoquez, on en a la démonstration, notamment dans la région. Pensez au blocus de Cuba par les Américains. Pensez aussi, oui, vous avez raison de le mentionner, mais Téhéran, de toute façon, hormis le blocus, que ce soit au Moyen-Orient ou partout où elle a des zones d'influence, est capable de contourner ce blocus en y trouvant des alliances. Mais quelque part, on a aussi une forme d'affrontement. On a parlé de la guerre froide qui est aujourd'hui disparue, mais on commence à revoir apparaître de manière assez certaine et même très bien démontrée une nouvelle forme de bipolarisation entre l'Occident et ses économies émergentes que l'on pourrait mettre sous le nom de BRICS, si vous voulez. Très bien, Manuel Pouchelet, brièvement, finalement, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre qui s'offrent à la communauté internationale pour pouvoir, d'un côté, respecter le droit international et respecter la souveraineté vénézuélienne, ou peut-être quels sont les scénarios possibles pour cette crise? Brièvement, Manuel Pouchelet, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Oui, écoutez, j'espère que les autorités et les puissances régionales, je pense au Brésil, je pense au Mexique, alliés, on va dire peut-être à la Chine et la Russie, mais de toute façon, peu importe les acteurs qui seront en place, je pense que la solution est régionale et espérons que les tensions diminue très rapidement. Je pense que Washington est déterminé, mais vous savez, la Chine et la Russie donnent rendez-vous à Washington sur d'autres dossiers nettement plus préoccupants. Dernière petite précision, est-ce que finalement on peut faire un lien entre les tensions qu'on voit aujourd'hui en mer Caribéenne et les autres tensions qui entourent l'ensemble des mers, que ce soit en Méditerranée avec le génocide à Gaza ou encore le conflit, ou encore la montée des tensions en Indo-Pacifique, notamment avec Taïwan, le Japon, et la Chine et les États-Unis? Est-ce que les liens sont possibles entre ces conflits qui sont en train de prendre des airs de conflits de haute intensité? Oui, bien entendu, il y a des liens et je vous citerai la phrase de Voltaire, il n'y a point d'effet sans cause. Très bien, merci. Ça a été très bref, monsieur Manuel Pouchelet. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, monsieur Manuel Pouchelet. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Manuel Pouchelet, je rappelle que vous êtes géopoliticien, spécialiste en droit et relations internationales. Voilà, très chers téléspectateurs, 26 minutes se sont écoulées, ou un peu moins, ou un peu plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur AL24 News et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle question internationale. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, prenez soin de vous.